Bonsoir, voici les titres de ce journal. Diffusion sur les chaînes de télévision américaines de la déposition du président Bill Clinton concernant ses rapports avec Monica Lewinsky. 4 heures de questions-réponses acharnées. Au Bangladesh, 20 millions de personnes victimes des inondations attendent les secours internationaux. Famine et épidémie touchent près d'un cinquième de la population. Forte baisse sur les marchés boursiers européens. Plusieurs cotations ont été suspendues. La bourse de Paris a perdu 3,5% et celle de New York est à la baisse également à mi-journée. Journée mondiale d'information sur la maladie d'Alzheimer. Le nombre de personnes atteintes est en forte progression. Difficulté pour les familles qui souhaitent garder à domicile un parent malade. Exemple avec un reportage. Et puis la rétrospective du peintre Pierre Alechinsky à la Galerie du Jeu de Paume à Paris. 50 ans de peinture célébrée avec cette rétrospective. Aux États-Unis, plusieurs chaînes de télévision ont commencé en tout début d'après-midi la diffusion du témoignage du président Bill Clinton sur sa relation avec Monica Lewinsky. 4 heures de vidéo qui avaient été enregistrées le 17 août à la Maison-Blanche à huis clos. Le procureur Kenneth Starr, devant un jury populaire, avait interrogé le président des États-Unis sur tous les détails, même les plus intimes, les plus impudiques, afin d'obtenir la démonstration que Bill Clinton avait menti. La diffusion de cet enregistrement s'est accompagnée de la distribution de milliers de copies des 2810 pages d'annexes au rapport du procureur Kenneth Starr, une véritable entreprise pour obtenir la destitution du chef de l'État, comme le demandent de nombreux parlementaires républicains aujourd'hui. Nous avons choisi quelques éléments de cette déposition vidéo pour tenter de comprendre comment la vie politique et médiatique américaine en est arrivée là. Commentaire Jean-Marc Kilouz. William Jefferson Clinton. Un président des États-Unis inhabituellement tendu, contraint de décliner son identité comme un simple citoyen au moment de la prestation de serment. Un président des États-Unis livide, contraint d'écouter lecture du code criminel comme un vulgaire prévenu. Des images fixes, un son médiocre. Ces 4h30 de déposition le 17 août dernier devaient rester confidentielles, comme c'est la loi. Mais la commission des affaires judiciaires du Congrès, dominée par ses adversaires républicains, a choisi vendredi de tout mettre sur la place publique. Pourtant, par égard pour la fonction présidentielle, la comparution vidéo avait eu lieu non au tribunal mais à la Maison-Blanche, face au président une caméra et 3 de ses avocats, et à sa droite, le procureur Starr et ses 4 adjoints. On avait même prévu un faisceau codé top secret pour diffuser les réponses présidentielles exclusivement vers les jurés cantonnés au tribunal fédéral. Pas de révélation aujourd'hui donc, mais désormais l'humiliation est publique. D'abord à la diffusion de la déclaration que Bill Clinton sortira de sa poche pour reconnaître qu'il a bien eu avec Monica Lewinsky, je cite, des quand j'étais contacts seul intimes, avec déplacés. Mademoiselle Lewinsky, il m'est arrivé parfois en 96 et une fois début 97 d'avoir une conduite répréhensible. Ces rencontres n'ont pas comporté de rapports sexuels et ne constituaient pas de relations sexuelles au sens juridique où je l'entends, mais elles comportaient bien des contacts intimes déplacés. Une réponse qui ne satisfera pas ses inquisiteurs. Tour à tour précis, évasif ou manifestement révolté, Bill Clinton devra répéter qu'au sens, je cite, où l'entendent la plupart des Américains, il n'y a pas eu rapport sexuel, mais seulement des attouchements. Au nom de la dignité de sa personne, de sa famille et de ses fonctions, il refusera de leur en dire plus. D'une certaine manière, vous jouez avec ce qu'il y a de plus mystérieux dans la condition humaine. Hier sur Internet, aujourd'hui en vidéo, non pas la vérité, rien que la vérité, mais une partie de la vérité sur la vie privée d'un président. Avant de juger, le Congrès américain aura prudemment choisi de renvoyer la balle sur l'opinion publique et les sondages, un pari à double tranchant. Jean-Marc Kilouz vient de le dire, il n'y a pas de révélation donc dans cette diffusion vidéo puisque les médias américains, très fortement mobilisés, avaient déjà tout raconté. 3 grandes chaînes de télé, NBC, ABC et CBS, ont diffusé la première heure de cet enregistrement sans la moindre interruption publicitaire, ce qui était symbolique aux États-Unis. Nous sommes rendus dans les locaux de CBS cet après-midi, pendant la diffusion du témoignage de Bill Clinton. Voyez le reportage de notre correspondant Philippe Gassot. Tout au long du scandale Clinton, la grande presse américaine a été plus qu'un aiguillon. Elle a souvent, au nom du droit à l'information, défendu les valeurs morales
et rien d'autre. C'est particulièrement sensible à la télévision. La presse suit l'affaire minute par minute depuis plus de 8 mois et ça n'est pas fini. Les enregistrements du président diffusés sur CBS troublent bon nombre de confrères, mais difficile de trouver quelqu'un qui partage avec vous ses états d'âme. Mon travail, ça n'est pas de juger si les grands événements doivent être relayés ou non. Mon travail, c'est de faire ce que d'autres ont eu pour mission de juger, s'il s'agit d'informations valables. Pas facile de parler devant un étranger de ses doutes quand dans les médias, le mieux partagé, c'est la bonne conscience. Je ne pense pas qu'il y ait de possibilité de contourner sans danger cela, parce que c'est de l'information dont les gens parlent et nous devons le faire. Personnellement, je suis troublé qu'on ait pu aller si loin. Aujourd'hui, les journalistes font un drôle de travail. Demain, l'opinion va réagir et l'audience sera mesurée. Pour éviter de choquer les Américains et peut-être être montré du doigt, CBS a opté pour un décalage de 30 secondes sur le direct afin de pouvoir couper les mots trop indécents. Utiliser pour la première fois un document vidéo destiné à la justice pour confondre un président, cela laissera sans doute un malaise durable. Je pense que c'est triste d'avoir à faire ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de faire, mais c'est un processus qui a été mis en place par le Congrès américain. Si la diffusion des bandes vidéo entraînait pour Bill Clinton une baisse dans les sondages, donc sa perte, une partie de l'opinion pourrait bien aux prochaines élections se retourner contre les républicains qui auraient eu pour effet de ramener aux États-Unis une société politiquement correcte que l'on croyait en voie de disparition. Et comme s'il ignorait superbement ce qui se passait sur les chaînes de télévision, le président Clinton se trouvait aujourd'hui à New York, au siège de l'ONU, devant l'Assemblée générale des Nations unies, où de nombreux chefs d'État, dont Nelson Mandela, ont tenu à lui manifester un soutien très vif. Ils ont longuement applaudi M. Clinton. M. Clinton qui était venu évoquer le dossier du terrorisme international. Dominique Derda, vous êtes en direct de New York. Alors, tout simplement, il a voulu montrer qu'il continuait son travail. Oui, absolument. Vous savez, toute la stratégie de Bill Clinton, et on l'a vu depuis à peu près un mois, consiste à dire, écoutez, j'ai commis une erreur, je me suis excusé, et maintenant laissez-moi retourner travailler. C'est exactement ce qu'il a fait ici tout à l'heure, en lançant un appel pour une vaste coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme. Il fait, comme il dit, son métier de président, et c'est d'ailleurs ce qu'attendent de lui une grande majorité des Américains. Ils attendent de lui qu'il soit là, qu'il soit présent sur les dossiers, même si personne ne doute qu'effectivement, le scandale et l'affaire Lewinsky pèsent de tout leur poids sur la Maison-Blanche et paralysent une bonne partie des actions que Bill Clinton pourrait entreprendre. Alors Dominique, est-ce que d'après vous c'est suffisant pour maintenir une opinion publique favorable et pour retourner les parlementaires du Congrès? Non, non, sans doute pas. Vous savez, les adversaires républicains de Bill Clinton, en offrant en pâture à l'opinion publique ces 4 heures d'enregistrement du témoignage de Bill Clinton devant le grand jury, ont manié là une arme à double tranchant et ils l'ont maniée sans beaucoup de finesse parce qu'ils espèrent évidemment que les demi-vérités de Bill Clinton, sa définition très personnelle de ce que sont des rapports sexuels, ils espèrent évidemment faire chuter Bill Clinton dans les sondages. Mais ça pourrait aussi se retourner contre eux car bon nombre de téléspectateurs pourraient tout à fait juger que ces questions qui sont toujours en dessous de la ceinture, ces questions, eh bien, elles vont trop loin et cela pourrait rendre Bill Clinton plutôt sympathique aux yeux de pas mal de téléspectateurs. Il est maintenant évidemment un peu trop tôt pour en juger. Il faudra attendre quelques jours et sans doute les élections de novembre, les élections législatives, pour voir quelle a été l'incidence concrète sur le vote des électeurs de cette affaire. Merci Dominique. Et c'est peu de dire qu'en dehors des États-Unis, les réactions des hommes politiques sont très défavorables à la procédure de M. Kenneth Starr et au rôle des médias américains. En Allemagne, M. Kohl s'est dit écœuré. Il s'est dit même ce soir inquiet de la mise en pièces du poste le plus important du monde. En Italie, l'ancien président M. Cossiga parle d'un lynchage politique et moral. Et M. Jospin, interrogé ce matin, estimait qu'il fallait garder le sens du respect dû à chacun. M. Robert Badinter, bonsoir. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aux États-Unis, c'est une sorte de défaite judiciaire à laquelle on peut assister? Écoutez, j'ai regardé par moments CNN et je peux vous dire que ce que j'ai vu est honteux. Honteux humainement par les questions qu'on a posées à cet homme. N'importe quel homme serait outragé par ce type de questions et dans n'importe quelle juridiction, on aurait prononcé le huis clos. J'ai pris le passage, là, par hasard, où on l'interroge sur les déclarations de Mme Lewinsky. Croyez-moi,
toute juridiction aurait déclaré le huis clos à cet instant-là. Et je rappelle que si Bill Clinton a accepté de témoigner, c'est parce qu'il se trouvait garanti par le secret des dépositions devant le grand jury. Résultat, il a déposé, dit-on, avec toutes les précautions à ce moment-là pour assurer le secret. M. Starr a fait son rapport, il a été diffusé sur Internet, après avoir été d'ailleurs réécrit par un journaliste spécialisé de Playboy, et maintenant, l'Amérique entière, et bien au-delà de l'Amérique entière, le monde entier, aura entendu ces questions, aura vu Bill Clinton dans cette situation. C'est honteux, vraiment, et pour lui, et je dois le dire, pour la justice des États-Unis. Je le déplore totalement et je réprouve complètement ce type de procédure. C'est vrai que c'est un lynchage médiatique. C'est vrai aussi qu'on voit maintenant comment c'est récupéré et utilisé politiquement. Il n'y a plus rien de judiciaire là-dedans. Merci Monsieur Badinter. On vous retrouvera tout à l'heure dans l'émission Mots croisés avec Arlette Chabot et Alain Duhamel. Si vous permettez un mot. Je voudrais, puisque j'en ai l'occasion, je voudrais dire à cet instant combien, en regardant Bill Clinton, j'admirais Mme Clinton. Combien je me disais que s'il n'y avait pas eu ce comportement, cette maîtrise, cette retenue, ce caractère de Mme Clinton, Clinton, lui, serait perdu. C'est d'une façon tout à fait extraordinaire, là, la démonstration de ce que peut être un couple, et si ce couple tient, et si, comme je le disais, Bill Clinton survit politiquement, il le devra pour une très grande part à Hillary Clinton, car sans son concours et sa présence, aux yeux des Américaines, il serait maintenant perdu, donc il serait politiquement mort. Merci monsieur, on vous retrouve tout à l'heure à 22h30. Il y aura notamment le juge Di Pietro, l'italien, celui qui avait lancé l'opération Manipulité dans l'émission d'Arlette Chabot et d'Alain Duhamel. En Afghanistan, à Kaboul, les opposants au régime des talibans multiplient les tirs de missiles sur la capitale. Il y aurait plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés parmi la population civile. Ces attaques seraient menées par les forces du commandant Massoud, mais celui-ci a démenti ce soir. Au Bangladesh, le gouvernement a demandé au Fonds monétaire international un prêt de 200 millions de dollars pour aider à réparer les dégâts causés par les inondations. 2 mois d'inondations, les 3/4 du pays sous les eaux, 1 millier de morts et sans doute 20 millions de personnes sans abri. Les bateaux chargés de ravitaillement en céréales notamment arrivent peu à peu, mais c'est la situation sanitaire qui inquiète le plus le gouvernement de Dhaka, la capitale du Bangladesh. Des épidémies combinées à des situations de famine menacent des millions de personnes. Reportage au Bangladesh de nos envoyés spéciaux Joy Banerjee et Jean-Philippe Isel. Après 2 mois d'inondation, la décrue est enfin amorcée. Aujourd'hui encore, les 2/3 du pays sont sous l'eau. Le Bangladesh, pays pourtant habitué aux grandes crues des fleuves comme le Gange ou encore le Brahmapoutre, n'avait jamais connu pareille catastrophe. Le bilan est très lourd. Plus de 20 millions de personnes, souvent totalement isolées, attendent quotidiennement les secours. À Shanghai, pour la première fois, 3 tonnes de blé et 800 litres d'eau potable vont enfin parvenir aux villageois dont les rizières ont été détruites. Malgré quelques rues encore inondées, Dhaka, capitale de 9 millions d'habitants, a évité le pire, protégée par des digues qui n'ont pas cédé. Dans tous les quartiers, la solidarité envers les sinistrés s'organise. Entreprises, partis politiques, associations locales fabriquent nuit et jour des chapatis, ces galettes de farine qui, dans l'urgence, fourniront les calories nécessaires pour survivre. Dans cette association, les bénévoles fabriquent 15 000 chapatis par jour. Les gens de notre quartier sont formidables. Ils nous amènent de la farine, de l'eau, des biscuits et parfois même un peu d'argent. Les zones inondées sont situées de l'autre côté de la digue. Le plus difficile pour Jamal est de faire parvenir les chapatis aux familles restées depuis maintenant plusieurs semaines sur le toit de leur maison. Ici, l'eau est montée jusqu'à 6 mètres de haut. La plupart des habitants sont des travailleurs journaliers qui ne peuvent plus se rendre dans la capitale. Leur survie ne dépend que de l'aide alimentaire fournie par l'association de Jamal. Je vis très difficilement. J'ai 8 enfants et j'ai plus de travail. On s'en sort pas. Avec la décrue, d'autres problèmes vont se poser. L'acheminement des secours sera rendu encore plus difficile et les maladies liées à la malnutrition vont inévitablement apparaître. Depuis plus d'1 mois, la plupart des écoles sont fermées au Bangladesh.
Elles servent de refuge aux milliers de victimes des inondations qui ont dû fuir les environs de Dhaka, la capitale. Dans cette école, plus de 600 personnes s'entassent dans une promiscuité totale. Notre santé est très mauvaise, il n'y a aucune hygiène ici. Moi je deviens folle. L'hôpital spécialisé dans les maladies infectieuses accueille chaque jour des nouveaux cas de diarrhée. Le nombre de malades est déjà multiplié par 3 depuis quelques jours. Des tentes ont dû être installées à l'extérieur. Après 2 mois d'inondations qui ont paralysé le pays, les médecins craignent avec la décrue d'être débordés par le nombre de nouveaux malades, surtout des enfants, premières victimes de la malnutrition. Il y aura de plus en plus de malades diarrhéiques et de cas de malnutrition. Et lorsqu'un enfant souffre de malnutrition, il est exposé aux infections telles que la diarrhée et la pneumonie. Le Bangladesh produit essentiellement du riz. Cette année, les inondations ont détruit 800 000 tonnes de récoltes prévues. Le Programme alimentaire mondial coordonne au mieux l'aide internationale qui a promis 600 000 tonnes de céréales. 15 000 tonnes sont déjà arrivées par bateau. C'est maintenant que commence la période critique parce que ces populations sont à bout, elles n'ont plus les moyens financiers et donc c'est maintenant qu'il faut commencer à les soutenir avec une aide alimentaire. Ici, on ne parle pas encore de famine, mais le Bangladesh attend toujours l'aide internationale. Des nouvelles plutôt rassurantes pour les habitants des Antilles. L'ouragan George, accompagné de pluies très violentes, a perdu cependant beaucoup de sa puissance. Les dégâts sont pour l'instant uniquement matériels et les autorités civiles et militaires expriment un certain soulagement. À noter que les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ont cependant été touchées par ce cyclone. En Suède, à la suite des résultats des élections générales d'hier, les sociodémocrates alliés aux ex-communistes n'ont pas la majorité absolue au Parlement à Stockholm. C'est un échec pour le Premier ministre sortant qui doit composer donc avec les ex-communistes. Sur les marchés boursiers, les baisses continuent. De nombreuses cotations ont été interrompues, dont celle d'Alcatel en France. La bourse de Paris a perdu 3,5% et aux États-Unis, à Wall Street, il y avait également une nette baisse des cotations. Il y a plusieurs raisons combinées à cette crise capitaliste. Explication Jean-Bernard Schmitt. Il te reste des Alcatel encore? Moi? 17h, la bourse de Paris ferme. C'est le moment de faire les comptes. Dans cette société de bourse parisienne, comme partout ailleurs, on a encore vendu aujourd'hui plus d'actions que l'on en a acheté. Du coup, l'indice CAC 40 termine en forte baisse, moins 3,54%. C'est dur à vivre des journées aussi comme aujourd'hui? Extrêmement dur, absolument. C'est un lundi noir sur les marchés. La bourse de Paris tombe à son plus bas niveau depuis le 24 février dernier et elle n'est pas la seule. La plupart des places financières européennes ont connu de fortes baisses. La bourse d'Amsterdam a même dû fermer quelques minutes. À l'origine de cette fébrilité, les incertitudes persistantes du côté de la Russie, de l'Asie et de l'Amérique du Sud, ajoutées au déboire de Bill Clinton. Il y a de la nervosité, le marché a du mal à anticiper ce qui va se passer, d'où une réaction sans doute plus particulièrement nerveuse à tout ce qui peut présenter un risque. Et aujourd'hui, il y en a eu pas mal. Parmi les titres les plus touchés, Alcatel, une fois de plus. En chute de 40% la semaine dernière, l'action a encore perdu 8% aujourd'hui. Son PDG, Serge Tchuruk, avoue une erreur de communication, mais s'en prend également au marché. Dans certains secteurs des télécommunications, de très grandes entreprises, je ne parle plus d'Alcatel, ont perdu en relativement peu de temps la moitié de leur valeur par rapport au plus haut. Et des entreprises dont personne ne met en doute le futur. Donc il y a une situation absolument invraisemblable qui se dessine sur les marchés financiers. Et cette situation pourrait bien durer, d'autant que de plus en plus de grands groupes européens, notamment Philips, revoient à la baisse leurs prévisions pour 98. Grève dans les services d'urgence hospitaliers et les SAMU aujourd'hui. Les médecins urgentistes ont été reçus au ministère de la Santé par Bernard Kouchner. Ces médecins ont souvent un statut précaire, des rémunérations faibles et ils souhaitent que l'on rénove ce statut. Cette grève était symbolique puisque les urgences ont été assurées. Mais cette grève voulait éclairer une situation souvent dramatique. Voyez le reportage à l'hôpital Saint-Antoine à Paris de Yann Fronty et Frédéric Delarue. Vous avez mal dans la poitrine, ça vous a serré. Le travail continue, malgré la grève, une grève de principe puisque ces spécialistes de l'urgence sont assignés à travailler.
Infarctus ou bras cassés, journée ordinaire à l'hôpital Saint-Antoine de Paris. Aujourd'hui encore, comme d'habitude, les malades seront plus d'une centaine à être soignés, malgré des conditions de travail de plus en plus difficiles. On est débordés, les locaux ne sont pas adaptés. Je voudrais dire que les locaux ne sont pas adaptés. Parfois, on est obligé d'emmener des malades en radio centrale, qui sont au sous-sol. Donc nous, on a 2 aides-soignants la journée, ils sont obligés de prendre les chariots, d'emmener les malades, de les remonter, de les ramener. Un peu, pas tellement. Montrez-moi, marchez là jusqu'à la porte, allez-y. Je vois très bien. Le manque de moyens se fait cruellement ressentir alors que les consultations, elles, augmentent de 5 à 10% chaque année. Aujourd'hui, les 2 à 3 000 médecins d'urgence en France attendent donc avec impatience une réforme du système dans son ensemble. Pour que les services des urgences, disent-ils, ne soient plus laissés pour compte de l'hôpital. On traite la douleur, on est en première ligne de la douleur. Les gens viennent consulter parce qu'ils souffrent. Et c'est vrai qu'il y a un manque de reconnaissance des pouvoirs publics, certes, mais aussi du corps médical. Plus de médecins, une filière davantage reconnue, chose promise par Bernard Kouchner ce matin. Les urgentistes attendent désormais que ces promesses soient tenues. Demain sera présenté le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Mais depuis samedi, à l'issue d'une décision prise par le Premier ministre, la réforme des cotisations patronales, c'est-à-dire la baisse des charges envisagée pour les plus bas salaires, n'est plus intégrée dans ce projet. Il est vrai qu'il y a débat même au sein du gouvernement. En clair, si l'on veut baisser les charges pour les bas salaires, eh bien, il faut compenser par une hausse des charges sur les salaires des cadres, par exemple, ce qui réduirait l'effet positif sur l'emploi. Reportage Sébastien Vibert, Frédéric Pasquette. Pour les champignons, rien ne remplace encore la main des ouvrières. Elles sont 170 sur les 250 salariés de cette ferme industrielle. Salaire moyen, 7 800 francs nets, primes et heures supplémentaires comprises. Mais les augmentations du SMIC cette année et l'an passé n'ont guère arrangé les affaires de leurs patrons. Et que nous sommes incapables de répercuter cette hausse sur nos prix de vente. Pourquoi? Parce que nous sommes de plus en plus concurrencés par des pays à bas salaire et que ces pays proposent des prix défiant toute concurrence et nous ne pouvons pas résister avec le taux de charge que nous avons actuellement. Au total, l'entreprise verse cette année 23 millions de francs en salaire et près de 7 autres millions en cotisations patronales, maladie, maternité, vieillesse, accident. Une charge jugée insupportable sur les comptes. La baisse des cotisations sur les bas salaires est donc considérée ici comme urgente et salutaire pour rester compétitif, créer des emplois. On espère pouvoir embaucher, alors que pour l'instant, on a plutôt la crainte de devoir débaucher. Mais pour aider Didier Motte, le gouvernement souhaiterait mettre à contribution les patrons comme Sylvain Brezard, à la tête d'une société de services informatiques en pleine croissance. Les cotisations patronales sur les hauts salaires pourraient être alourdies. Ici, le salaire moyen avoisine 17 000 francs par mois. Soit on ne compense pas et donc on réduit nos résultats, nos bénéfices, soit on va essayer de compenser en vendant plus cher ce qu'on commercialise. Réduire les bénéfices, en partie redistribués aux salariés, c'est risquer de démotiver de précieux informaticiens convoités par les concurrents. Des concurrents anglais, belges, hollandais, qui pourraient aussi profiter d'une hausse des tarifs des sociétés françaises. Bref, jouer sur les cotisations patronales entraînerait tant de complications que le gouvernement préfère aujourd'hui prendre son temps et se garde bien de chiffrer le nombre d'emplois qu'une telle mesure pourrait créer. À Bruxelles, la commission juridique du Parlement européen a voté la levée de l'immunité parlementaire du président du Front National, M. Jean-Marie Le Pen. Les députés européens lui reprochent des propos révisionnistes tenus en décembre 1997. À Toulon, à l'issue du premier tour de l'élection législative partielle, la candidate du Front National, Mme Sandrine Le Chevalier, qui a obtenu 39,6% des voix, sera opposée à la socialiste, Mme Odette Casanova, qui a recueilli 36,6% des voix. Le second tour s'annonce particulièrement serré. Les électeurs du candidat de droite, Marc Bell, sont pour l'instant, eux, laissés libres de leur choix. Il y a eu près de 57% d'abstention hier à Toulon. Reportage Mickaël Darmon, Yann Streff. Toute la journée de dimanche, les électeurs sont arrivés au compte-gouttes dans les bureaux de vote. Malgré les enjeux, à Toulon, l'abstention progresse à chaque scrutin. Le premier à en pâtir sera le candidat de l'Alliance. 21% des voix, la droite varoise est encore éliminée. On est complètement déconnecté par rapport au corps électoral. Lors de la dernière élection, Marc Bell n'était pas candidat. Il avait cependant appelé à voter pour la gauche au deuxième tour. Cette fois-ci, il est beaucoup plus prudent. Je suis un candidat investi par l'Alliance. C'est donc l'Alliance qui va préciser, si elle le souhaite,
sa position. D'autres n'acceptent pas ici de se réfugier derrière les états-majors et considèrent qu'il faut tenir un discours plus clair. Pendant le deuxième tour, la crise à droite continue. Pour ce qui est d'une partie des jeunes Toulonnais, moi je peux vous dire qu'ils n'adhèrent absolument pas au test du Front National, qui est un parti qui prône l'exclusion. Et à ce moment-là, chacun fera en son âme et conscience, mais battons-nous pour les piliers fondamentaux de la République. Le Front National espère exploiter ces dissonances, car malgré sa position en tête, Sandrine Chevalier perd des voix par rapport au dernier scrutin. Et celle qui descend d'une famille de monarchistes se découvre soudain d'autres valeurs. À la veille de la signature du traité d'Amsterdam, j'appelle tous les patriotes français de Toulon à me rejoindre dans le Rassemblement national pour la défense de l'identité française et pour l'Europe préconisée par le général de Gaulle, l'Europe des nations. Et dans cette course aux électeurs de droite, Odette Casanova, la socialiste, a elle aussi sa petite référence. Pour moi, c'est un duel politique entre les démocrates et les républicains et une organisation extrémiste, raciste et xénophobe, comme le dit le président de la République. Dernier épisode de ce feuilleton électoral à Toulon dimanche prochain, et encore une fois les abstentionnistes ont la clé du dénouement. Il faut ajouter que dans l'autre législative partielle, dans les autres, à Dunkerque d'abord pour le deuxième tour, ce sera un affrontement PS-UDF-RPR, abstention également de 60% et tassement des voix socialistes à l'issue de ce premier tour. Et puis à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, c'est le communiste qui est en tête. Il sera opposé au deuxième tour dimanche à un candidat de démocratie libérale. À Paris, troisième audience devant la cour d'assises du procès de Florence Ray, accusée du meurtre de 3 policiers et d'un chauffeur de taxi commis il y a 4 ans. On examinait cet après-midi les conditions de la prise d'otage par Florence Ray et son amie Audrey Maupin. Les témoins ont fait apparaître des contradictions dans les aveux de Florence Ray. Commentaire Dominique Verdeillan. 3 semaines d'hospitalisation, 2 mois de rééducation, 4 ans d'analyse. Jackie Ben-Simon est encore sous le choc. Quant à la barre, il fait face aux armes disposées dans une vitrine. Il se met à pleurer. Jackie Ben-Simon dépeint une Florence Ray calme à l'inverse d'Audrey Maupin, très agitée, en âge. Prise en otage par le couple, Jackie Ben-Simon, que l'on voit ici lors de la reconstitution en novembre 1995, fonce en R5 vers le bois de Vincennes. Le témoin est incapable de dire combien de balles ont été tirées de sa voiture. Il y a eu peu de paroles échangées, dit-il, mais je ne les oublie pas. Toutes ont été prononcées par Florence Ray. À Audrey, son compagnon, elle a dit « bute-le » en parlant du motard qui les suivait. À l'otage, elle a dit « si tu t'arrêtes, je te bute ». Au moment où elle m'a dit « si tu t'arrêtes, je te bute », elle n'est pas d'accord. Elle a dit qu'elle n'a jamais dit ça. Alors ça, c'est inventable. Je ne peux pas inventer ça, mais c'est pas possible d'oublier ces phrases-là. Si tu t'arrêtes, je te bute, c'est ma vie qui était en jeu, donc on peut pas oublier ça, quoi. Qui a tiré sur qui? C'est l'interrogation du jour. Plusieurs témoins sont venus dire qu'ils avaient cru voir Florence Ray tirer à bout portant sur les policiers et le chauffeur de taxi. Une version contredite par les expertises en balistique, des experts qui seront entendus demain et qui sont pour l'instant le principal élément à décharge pour Florence Ray. En Moselle, après 3 agressions commises en une semaine par des pirates de la route, la gendarmerie demande aux automobilistes de ne pas tomber dans la psychose. De très nombreuses patrouilles de gendarmerie ont été organisées sur les routes de Moselle pour éviter de nouvelles agressions. Ce lundi était décrétée Journée internationale de la maladie d'Alzheimer. Nous verrons dans quelques instants ce que signifie pour une famille la vie auprès d'une personne atteinte par cette maladie d'Alzheimer. Jean-Daniel Fézaquier, qu'est-ce que c'est que cette maladie d'abord? C'est ce que les médecins appellent une démence. Démence n'est pas le sens commun, l'acception commune. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de folie, il s'agit d'une altération progressive d'un certain nombre de fonctions, en particulier des pertes de mémoire, des troubles de la parole et une difficulté à se mouvoir. Alors, peut-on dire qu'il y a une sorte de progression de cette maladie? Il y a une progression linéaire. Il y a 250 000 cas en France de maladie d'Alzheimer, 250 000 personnes, et il y a 92 000 nouveaux cas par an. C'est une maladie qui laisse une espérance de vie extrêmement réduite, et au fur et à mesure que l'âge augmente, le nombre de cas augmente. C'est-à-dire que ça suit vraiment de très près la courbe des âges. Alors, peut-on la soigner et avec quoi? Alors, actuellement, il y a 2 médicaments qui sont sur le marché. L'un s'appelle la Tacrine, l'autre le Donépezil. Ce sont des produits qui sont censés améliorer la mémoire, mais dans les faits s'épuisent au bout de quelques mois. Ce ne sont donc pas des médicaments miracles. Et il y a tout un tas de pistes de prévention. Alors bien sûr, l'espoir très lointain, ce serait la thérapie génique. Ça, ce sont les pistes de recherche. Mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'il peut y avoir des moyens préventifs, notamment tous les traitements à base d'hormones, d'estrogènes que l'on donne aux femmes après la ménopause semblent retarder l'entrée dans la maladie. Certains traitements qui abaissent la tension artérielle, certains anti-inflammatoires qui pourraient empêcher
là aussi le déclenchement de la maladie, et puis très probablement aussi l'arrêt du tabac. Tout ce qui permet aux vaisseaux sanguins de ne pas être altérés, soit par des dépôts de cholestérol, soit par les effets du tabac. Merci Jean-Daniel. Il y a en France quelques services spécialisés dans cette maladie, mais de nombreuses familles souhaitent garder leurs parents à domicile. C'est une prise en charge qui demande des investissements financiers importants, mais aussi une très grande disponibilité. Nous sommes rendus à Annelin, dans le Nord. Voici une femme, Angélique, qui depuis 10 ans assiste son mari atteint d'Alzheimer. Reportage Marianne Masse et Dominique Masse. 8 heures, c'est l'heure de la toilette au lit pour André. Depuis 1 an et demi, il ne peut plus marcher. C'est Angélique, sa femme, qui s'occupe de tout avec une énergie sans faille. C'est surtout entre conjoints qu'on garde nos malades. Mais malheureusement, les papas, les mamans, ils sont plutôt souvent placés. C'était un choix dès le début de garder votre mari avec vous? Ah oui. Et mon souhait, c'est d'arriver jusqu'au bout avec lui. Les premiers troubles sont apparus il y a 10 ans. Perte de mémoire, fugue. André a été mis en retraite anticipée. Petit à petit, les contacts avec sa femme se sont réduits au seul regard. Tu m'écoutes, hein? Je ne sais pas s'il me reconnaît en tant que sa femme ou en tant qu'habitué que je lui donne ses soins. Je ne sais pas. Vous installez vous-même. Pour garder André auprès d'elle, Angélique a dû transformer toute sa maison. Et là, c'est un fauteuil, c'est prévu pour l'eau, il ne roule pas, rien du tout. Donc, il y a même le siège, et puis, voilà, alors ça, et les roues, donc, ce qui nous permet d'aller chercher dans son lit, et l'amener ici, pour prendre sa douche. 2 fois par jour, c'est la visite de l'infirmière. Une aide précieuse pour les gestes du quotidien, devenus très techniques. Je pense qu'on peut prendre en charge un malade comme ça à domicile à condition que tout le monde y met du sien. 1, 2, 3. On échange des idées, on essaie toujours d'améliorer les choses pour que ça aille pour lui, pour que ça aille pour nous, pour que ça l'aide elle. Bon, on essaie de lui remonter le moral quand il faut. Hein. Il fait peur. Ces malades-là font peur. C'est ça qui est terrible. Je ne sais pas pourquoi. C'est les gens, même la famille. Hein. Moi, j'aime bien avoir. Je dois vivre des contacts, mais c'est très dur, très dur, très dur. Alors pour souffler, Angélique rejoint 1 fois par semaine un groupe d'autres malades pour un repas où l'on parle, on rit, on s'entraide. Il faut assumer. Et avec courage, et puis avec le sourire, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, je dis que je n'ai pas une vie monotone. Hein. Oh, des coups de cafard, je les ai, ça c'est certain. Mais ça se passe assez vite. Ben oui. Deux tableaux impressionnistes volés ce matin au musée des Beaux-Arts de Nice. Une œuvre de Claude Monet et une autre d'Alfred Sisley ont été dérobés par 2 hommes qui ont pris en otage le conservateur du musée. Les 2 tableaux de Monet et de Sisley sont connus, répertoriés, ils ne sont normalement pas revendables. Alors pour le plaisir et le plus sereinement du monde, il faut profiter de l'importante rétrospective du peintre Pierre Alechinsky dans les galeries du Jeu de Paume à Paris. C'est une centaine de tableaux, c'est-à-dire un demi-siècle de la vie et de l'œuvre de Pierre Alechinsky que l'on peut ainsi découvrir. Reportage Georges Bégou, Pascal Pueyo. Ce qui est spontané n'est pas forcément réussi et doit être répété jusqu'à la satisfaction du regard. Un proverbe japonais dit « Celui qui possède une belle écriture dessine bien ». À l'âge de 27 ans, Alechinsky consacre un film à la calligraphie japonaise, calligraphie que l'on retrouve tout au long de son œuvre, aujourd'hui exposée au Jeu de Paume. Cet homme a le goût de l'encre. Il grave dès ses débuts une série d'eaux fortes et pointes sèches. Avec le groupe Cobra, il est à la recherche de la fraîcheur inspirée du dessin d'enfant. Je vais à l'imprimerie comme d'autres vont au bistrot. C'est une passion qui me vient de très loin. J'ai une excitation à l'odeur de l'encre, à l'arôme de l'encre. Le gaucher contrarié que je suis a une écriture maladroite, mais il se débrouille de la main droite. Et heureusement, on a laissé ma main gauche pour les menus travaux. Autrement dit, pour la peinture et le dessin. Et j'ai gardé toute la liberté de cette main-là. Dans les années 50, Alechinsky tente des expériences, subit des influences, il se cherche. Il peint encore à l'huile, sur chevalet. On a à peine le temps dans une vie de connaître 2 ou 3 choses
qui peuvent vous convenir. Et même, on peut aussi bien, au début, perdre 10 ou 15 ans de sa vie à ne pas avoir trouvé tout de suite. Ce tableau de 1965, Central Park de New York, vu d'en haut, est le point de départ du style qui a fait sa célébrité. Une image centrale, entourée de marges, dans lesquelles il dessine une sorte de journal intime où se mêlent les choses vues et les vues imaginaires. Alechinsky nous rappelle parfois ses origines belges. Les Gilles de Binche lui offrent un carnaval de couleurs. Sur papier, à l'acrylique et à l'encre, avec humour et poésie, Alechinsky nous entraîne vers sa voluptueuse et calme planète. À la galerie du Jeu de Paume à Paris. On a appris en fin d'après-midi le décès de l'athlète américaine Florence Griffith Joyner, triple championne olympique du 100 mètres, 200 mètres et relais 4x100 mètres aux Jeux de Séoul. Elle est également elle détient toujours le record du monde du 100 mètres et du 200 mètres de Marion Jones et Christine Aron qui essayaient de le battre. Florence Griffith Joyner, 39 ans, serait morte d'apoplexie. Voilà la fin de ce journal. Je vous rappelle l'information que nous avons largement développée au début de cette édition, la déposition de Bill Clinton, la vidéo qui a été diffusée sur toutes les chaînes de télévision américaines, mobilisation médiatique, critique très vive à l'étranger de cette épreuve imposée au président Clinton. On a notamment entendu M. Badinter tout à l'heure en direct dans ce journal dire que c'était honteux. Dans quelques instants, la météo de Sophie Davant, météo importante car demain c'est une journée sans voiture dans 35 villes de France, ne l'oubliez pas. À 22h30, vous retrouverez Arlette Chabot, Alain Duhamel pour la première de la rentrée de mots croisés. Donc il sera question du pouvoir des juges avec le juge italien Di Pietro, celui qui a lancé l'opération Manipoulette, les mains propres, et puis Robert Badinter notamment. À minuit, ce sera le dernier journal qui sera présenté par Bruno Roger-Petit, suivi du Cercle avec Philippe Lefay. À 7h50, demain dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Pierre Moscovici, le ministre délégué aux Affaires européennes, et à 13h, Carole Kessler et Rachid Arabe. À demain 20h. Bonsoir. Merci.